Voilà, on est là. Bonsoir. Bonsoir tout Ah, le monde. Bienvenue. Bienvenue à nos webinaires Sony. Bonsoir Baptiste. salut Simon. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas trop fatigué des voyages. Non, non, ça va, ça va. Et on est content que ça ait repris, bon, que ça reprenne hein, en partie, hein, un tout petit peu, même si on va voir pour combien de temps ça dure. Mais voilà, donc je reviens de Norvège, dans les fjords, en train d'essayer de voir des orques et des baleines, etc. Donc c'était un peu plus frais, mais là, on va parler d'un autre voyage que j'ai fait en début octobre. Début Début octobre. octobre, en Afrique du Sud. Donc tu as eu l'occasion où tu as été invité par Martin, je pense. Martin C'est Wagner. ça, tout à fait. Un autre adepte de Sony, mais j'en parlerai juste après. Mais donc voilà, donc j'ai été guidé pour une agence partenaire. Donc c'était pas moi qui organisais le voyage, mais comme j'avais envoyé quelques clients, on m'a demandé de venir guider. Donc je ne me suis pas fait prier et je suis parti en Afrique du Sud. Mais donc voilà, donc pour ceux qui viendraient, qui n'étaient pas là aux autres fois ou qui découvrent un petit peu, j'ai une petite phrase que je lâche toujours et sur laquelle on commence à me charrier de plus en plus, mais à savoir qu'il y a une différence que j'estime entre les vacances et les voyages. Et moi, je propose plutôt des voyages. Donc, je vais, comme d'habitude, toi, tu vas peut-être en avoir marre, Martin, Simon, mais j'ai toujours le même. Donc, qui je suis, quel matériel je prends, pourquoi le pays que je propose, c'est chaque fois un pays, avec des animaux à l'intérieur, bien sûr, que je cite, que je cible. Et puis après, des images de la faune africaine avec, je ne peux pas m'empêcher, mais je suis quand même biologiste avant d'être photographe, et donc j'essaie toujours de donner des petites touches, des petits détails qui parfois que les gens connaissent ou ne connaissent pas, et donc on ressort moins bête, j'espère, de les séminaires. En tout cas, c'est le but de ces webinaires. Euh, donc voilà, donc je suis donc là, c'est un selfie fait à la fin au 12-24. C'est pas évident, mais avec le bras long, ça marche tout juste pour la mise au point minimum. Mais donc voilà, donc je suis belge, biologiste, voilà, je suis guide animalier et j'organise des voyages photographiques ou d'observation, mais principalement photographiques quand même. Je suis ambassadeur de plusieurs boîtes qui travaillent à ce niveau-là. Tragopans sont des affûts, Kite sont des jumelles, Photogalerie font c'est des distributeurs de matériel photo et Sony bien sûr. Et c'est le cas de mon intervention aujourd'hui. Et j'ai un petit site internet de petites informations, vous pouvez aller voir. Et pour 2022, ben là, j'espère bien que les affaires vont reprendre parce que voilà, depuis mars 2020, je suis quand même un petit peu en stand-by. Et même si je fais des voyages de prospection à titre personnel, le but, c'est quand même d'emmener des gens. Et donc, on espère que ça va recommencer bientôt. Alors, dans ce cas-ci, j'ai pris l'Alpha 1 avec moi, avec des objectifs un peu variés. Donc, je travaille toujours avec mon 402.8 en général, et j'ai les converteurs, enfin les extendeurs avec, donc le 1.4 et le 2. Là, j'avais pris le 402.8 et j'avais testé vos objectifs, là, le 12-24 de 8 que j'ai pris avec moi. Vous allez comprendre parce que j'ai fait de l'animalier avec le 12-24 et c'est pas courant, mais vous allez voir le contexte est un peu particulier. Je vais y venir plus tard. Alors, pourquoi l'alpha 1 aussi en fait, c'est les 3-4 premiers points qui m'intéressent le plus, moi, dans mon métier. C'est le plein format à 50 mégapixels, les 30 images secondes quand il faut, pas trop souvent, parce que sinon on explose sa carte, et le suivi autofocus qui est juste monstrueux. Voilà. Après tout le reste, bien sûr, c'est des bonus, mais moi, c'est surtout ces trois petits points-là que j'aime bien et qui font que c'est un boîtier, bon, après tropicaliser tout ce qu'on veut, mais ça, c'est comme les autres boîtiers. Mais là, la petite cadence de rafale et l'autofocus sont plutôt pas mal avec le switch animaux, oiseaux ou humains qu'on peut configurer sur le boîtier à l'arrière et que ça va super vite à changer suivant qu'on est dans un affût en train d'attendre les oiseaux ou les mammifères. Alors l'Afrique du Sud, bah, c'est le pays des safaris, hein, je pense. En tout cas, c'est ce que tout le monde, par défaut, quand on pense à l'Afrique du Sud, c'est souvent ça. Et on pense aussi un peu aux requins blancs, etc. Mais c'est surtout les safaris africains et le parc Kruger, qui est un des plus vieux parcs, si pas le plus vieux parc du continent africain. Euh, alors, hormis toute l'histoire de l'Afrique du Sud, sur laquelle je vais pas rentrer parce que c'est pas le but. Donc, c'est la République d'Afrique du Sud. Il y a 56 millions d'habitants pour 1,2 million, voire quasiment 1 million, ouais, 1,2 million
1000 km². Et c'est un pays, alors je ne sais pas si tu connais ce terme-là, Simon, les méga diverses. Je ne le dis pas en anglais parce que je suis bien français. Il y en a 17 dans le monde. Tu connais? Mais connais 17, tu parles des Non, parcs? je ne te demande pas si tu connais les 17, hein, je ne sais pas une colle. Mais tu sais ce que ça veut dire? Enfin, tu connaissais ce terme de méga diverses? Non, C'est pas. un des pays, en fait, qui sont parmi les plus gros hotspots du monde, en fait. Donc, tu as un gros pourcentage, ici dans le cadre de l'Afrique du Sud, il y a 10 espèces des plantes, 10% des espèces de plantes au monde qui se retrouvent sur ce pays. 7% des espèces de reptiles au monde se retrouvent dans ce pays-là. Et donc, en fait, c'est des pays qui sont super importants. Alors, en fait, sans le faire exprès, à chaque fois que j'ai présenté un pays, c'était un méga diverse. Donc, l'Éthiopie, c'en est un, l'Inde, c'en est un, Madagascar, c'en est un. Donc, tu vois, c'est tous les pays où il y a, en général, soit énormément d'espèces, soit énormément d'espèces endémiques. Et en fait, les États-Unis, le Brésil, voilà, tous ces pays-là sont des pays méga diverses. Et, il possède, voilà, lui, 75% des rhinocéros du monde. En soi, c'est pas mal. Et pour le petite anecdote, voilà, il y a 12 000 emplois directs qui sont créés par le tourisme. Il y en a beaucoup plus par rapport à je crois que c'est plutôt genre 400 000 emplois qui sont créés, mais par rapport à la biodiversité. Mais il faut savoir que l'Afrique du Sud, dans le terme biodiversité, elle intègre pas mal de trucs qui sont un peu délicat. L'élevage de zèbres et de koudous pour la viande, c'est considéré comme de la biodiversité. Bon. Du coup, moi, j'ai fait une petite recherche et j'ai coupé au critère dedans. En fait, il y a 12 000 emplois qui sont réellement liés au tourisme, liés à la biodiversité. Ça génère à peu près une visite de 7 millions de touristes par an, avec des revenus en rand, mais que j'ai converti en euros, de 170 millions d'euros. Et ça a quand même pour but de faire 4 millions d'hectares de protection, donc c'est-à-dire 40 000 km² pour la conversion. Énorme. C'est pas mal, Ouais. hein, c'est correct. Alors, du coup, ça fait à peu près 13 fois, 14 fois la Belgique entière, quoi. Alors, l'image de fond, c'est un éléphant, et c'est juste la commissure de sa lèvre avec des épineux. Bon, il mangeait, mais je trouvais ça pas mal qu'on sache pas trop si c'est de la terre, si c'est. Mais là, c'est juste la bouche d'un éléphant avec des herbes, enfin des branches qui étaient en train de manger. Et c'est sans doute la seule photo qu'on verra d'éléphant, parce qu'on a déjà vu tout plein des photos d'éléphants. Mais bon, c'est un des Big Five. Au début, l'idée, c'était de travailler sur le Big Five, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Je vais juste rappeler le Big Five rapidement. C'est éléphant, buffle, rhinocéros, léopard et lion. Et c'est basé sur la chasse. C'est pas basé sur... voilà, c'est juste des trophées de chasse et c'est resté. Et on est en train de réfléchir d'ailleurs pour créer un nouveau Big Five qui est plus sur... non pas sur un passif de chasseur, mais sur autre chose. Baptiste, excuse-moi de te déranger, mais je pense pas que tu es en train de partager ton écran. Je Tu ne ne vois vois. pas. Je suis toujours sur le Mega Divers, hein. Ouais. Non, mais on voit pas ta présentation. Ah, alors attends, parce que là, du coup, là, ça c'est étrange, parce que j'ai partagé. Attends, hein, je sors, je recommence mon partage. Je fais ça. Hop, et tu me dis si. Voilà. Voilà. Là, dis-moi, tu la Oui, vois? là, on est bien. Ok, je reviens en arrière là, c'est bon là? On va vite recommencer un peu du début, comme ça les gens peuvent. Ah, ben je suis désolé, j'ai parlé dans le vide. Non, mais moi aussi. Non, non, on te voyait à toi, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc, écoute, voilà, donc là, vous voyez tous le petit guépard, j'espère, avec ma présentation de qui j'étais, etc. Mon selfie au 12-24, bras tendu, donc on repasse dessus, voilà. Mon site internet, tout ça, vous aurez l'occasion d'aller revoir après si vous voulez. Quelques détails sur l'Alpha 1 dont j'ai parlé, mais bon, pareil, hein, ça, vous tapez sur sony.com, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut sur le boîtier. Et les quelques informations que je donnais maintenant sur l'Afrique du Sud, et donc ce pays méga diverse et les chiffres que je vous ai donnés. Donc, je ne les connaissais pas par cœur, hein, j'étais en train de lire, mais vous ne les voyez pas. donc, voilà. Donc, maintenant, on arrive dans la présentation. Alors, dans le cas précis, moi, ici en Afrique du Sud, je ne suis pas parti avec une voiture faire le tour d'Afrique du Sud. Donc, comme tu disais, j'étais parti pour Wild Peaks, qui est la boîte de Martin.
Stenote, pour ceux qui veulent chercher sur Internet, et qui m'avait invité pour venir guider. Et Wild Peak, c'est spécialisé dans les affûts. Donc, tu as parlé du jardin extraordinaire en Belgique où on a vu des affûts en Espagne partout. Mais là, en fait, Zimanga, c'est là où il va. C'est une réserve qui est connue pour les affûts qu'elle a mis en place avec l'aide de Ben Sematé, qui est un photographe de renommée mondiale, hongrois. Et c'est particulier parce que ce sont les seuls affûts avec un autre endroit au Tanzanie, je pense, qui s'appelle l'Intérêt ou au Kenya, où on a des affûts en Afrique pour voir arriver des animaux et pas des petits. Il y a des affûts d'oiseaux, il y en a beaucoup, mais ici, on est plutôt sur des affûts où on utilise l'eau pour que les animaux viennent. Et en fait, il y a tout un système sur la photo. Vous voyez, il y a une espèce de petite mare à l'avant, une espèce de structure en bois, avec de chaque côté, il y a des lampes qui restent allumées depuis 3 heures d'après-midi jusqu'à 8 heures du matin. Et chaque jour de l'année, et les animaux sont habitués à ce que les plans d'eau soient éclairés et ils viennent la nuit boire. Alors, on n'était juste pas à la bonne semaine, bien sûr, parce qu'il fallait qu'il y ait un problème. Il n'y avait plus la semaine avant. Et donc, on a annoncé 32 degrés la semaine après. Et nous, on a une semaine à 18-20, quoi. Et donc, du coup, les animaux n'étaient pas tous méga assoiffés. Mais la semaine d'après, on sait que ça a été violent, mais voilà. Mais n'est pas quand même revenu les mains vides. Alors, j'ai fait une photo de l'intérieur en bas. C'est ce qu'on voit, en fait. Donc, on peut même régler la hauteur d'eau avec un robinet, etc. Donc, c'est assez marrant. Et il y a 2 affûts comme ça avec un plan d'eau pour la nuit. Et puis, il y a plusieurs affûts pour les oiseaux la journée, aussi bien sur de l'eau qu'avec des restes de viande pour les vautours, etc. Et voilà. Donc, c'est assez sympa. C'est à faire une fois. En tout cas, je trouvais ça moi très, très intéressant. Ça donne vraiment des idées de photos. Et c'est pour ça que j'ai pu utiliser le 12-24 pour faire de l'animalier. Mais on va y arriver. Baptiste, je pourrais te demander agrandir la page, parce que là maintenant on voit que tu es en mode diapositive. Et Non, simplement tu ne vois pas la bonne page alors. non, non, si on voit la bonne page, mais simplement de vraiment cliquer sur la page qu'on la voit complètement sur la présentation. Écoute, attends, alors il n'a pas partagé le bon menu. Je recommence. Non, c'est étonnant parce que. Attends, hein. Bah, Attends, parce que là, il partage quoi? là, on voit toute la page, mais on voit toute la présentation à côté aussi. Voilà, donc normalement, ce n'est pas ça qu'il est censé voir, tu vois. Donc, j'essaie de te partager. Alors, comment vais-je faire ça? Pour te partager la bonne page, parce que du coup, il l'affiche sur mon mauvais bureau, tu vois. Je vais essayer de m'en sortir, j'essaie de trouver ton. Alors, voilà, donc c'est plutôt là que je dois faire ça. Et alors, tu vas me dire si ça marche ou pas maintenant. Donc, je vais essayer celui-là. Je fais ceci. Est-ce que tu vois? Ah, ça change pas énormément. Ça ne change pas énormément. Mais OK. sinon, on va rester comme ça. Ça Mais va. juste pour te dire qu'on voit toujours 2 pages. Tu vois 2 pages. OK, donc vous voyez même ce qui arrive après, donc c'est pas mal. Donc, en fait, en gros, je vais peut-être essayer une autre technique. Je vais essayer de faire comme ça, de directement supprimer le truc, si j'y arrive. Bon, bah, la souris ne veut pas, donc je ne sais pas le faire. Donc, je reviens. Donc, vous avez les 2 pages, vous voyez mes diapositives, vous voyez déjà la suivante, donc c'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. Ça va? Ben, c'est dommage parce que les images sont plus petites, tu vois. Donc, c'est un peu dommage. Euh, Si tu le gardes comme ça, les images sont plus grandes. Écoute, je vais faire carrément autrement. Je vais débrancher le deuxième bureau que j'ai à côté de moi et je vais travailler uniquement sur mon ordinateur portable. Attention, ça va changer un peu la donne. Hop. Et maintenant, je fais nouveau partage, Keynote, partager. Je reviens là. Et normalement, maintenant c'est bon. Voilà. OK, Voilà. maintenant on voit juste la bonne photo C'est ça. et on ne te voit pas toi en petit sur l'écran. Non. Ça va. Non, mais non, c'est bon, c'est parfait. C'est bon. OK, on y est arrivé. Donc voilà, donc on va sur les affûts des oiseaux. Donc vous aviez vu la photo là en fait, voilà. On voit les affûts maintenant peut-être en plus grand. Avec ce sol, le vent, une mare d'eau qu'on peut régler en hauteur et des lumières qui se mettent sur le côté. Et alors, la vue du bas, c'est ce qu'on voit depuis l'affût, c'est une vitre sans teint. Donc, les animaux ne se voient pas. Et donc, on peut faire des photos à travers la vitre. Il faut nettoyer la vitre, etc. régulièrement, parce que les animaux viennent patauger dedans. Mais
Voilà, donc en fait, c'est pas mal comme système. Et la mare, pour avoir une idée, vous avez vu, elle n'est pas très grande, elle fait genre 2-3 mètres de distance par rapport à la vitre. Donc, c'est pas grand comme mare, hein. C'est vraiment une sorte de grosse flaque. Alors, pour les affûts d'oiseaux, là, ils mettent par exemple de la nourriture pour les vautours. Et donc, on a des atterrissages de vautours, etc. Ça, c'est ce qu'on peut avoir comme en Espagne ou à d'autres endroits, donc c'est pas mal. Ça permet de faire des petits clichés sympathiques. Et pareil, pour les plans d'eau, là, on a des différentes espèces d'oiseaux qui viennent. Ce que j'ai voulu mettre là en avant, c'est la mise au point sur l'œil, hein. Ça, c'est marrant. Bon, il me fixe bien, il est bien droit, c'est facile, c'est deux ronds noirs, mais ça marche plutôt pas mal. Et comme j'étais au 1,8, même ses pattes ne sont pas nettes, mais comme ça, on a un peu une idée. Pareil ici, avec un léger contre-jour, c'est bien net, ça marche bien. C'est un Alcyon Pi, ça pour ceux qui veulent savoir, donc Martin Pêcheur. Ici, les petits calaos qui viennent, là, celui de droite, il était venu se regarder dans la glace, donc il était vraiment à 25 cm de la fenêtre, avec sa femelle derrière à gauche. Au-dessus à droite, on peut jouer sous les reflets, tu vois, parce qu'il y a à chaque fois de l'eau. Donc du coup, on peut essayer de faire des petites compositions. C'est un Oedicnem du Sénégal, et en bas, c'est un merle métallique, des oiseaux très, très colorés. Mais bon, je passe assez vite parce que de un, j'ai un peu raté sous les présentations, là, les écrans qui ne marchaient pas. Et puis après, les buts, ce n'est pas les oiseaux. Et ici, c'était juste pour montrer un peu le suivi de l'œil avec des rafales, quand les oiseaux se lavent, etc. Ça, c'est un jacana. Malgré que ce soit un œil bien noir, avec un côté noir, il trouvait quand même l'œil. Et puis, il y a du mouvement, ça peut faire des trucs un peu artistiques. C'est l'en bas à gauche, je la trouve plutôt jolie, où on dirait qu'il plonge dans l'eau, mais en fait, il est juste en train de se nettoyer. Et puis, il y a des gouttes qui sont nettes un peu partout autour. Donc ça, c'est sympa. Et puis ça, c'était pour montrer la montée en ISO de l'Alpha 1. Parce que malgré qu'il y ait 50 mégapixels, c'est toujours un peu délicat, hein, de les monter en ISO sous les gros capteurs. Et la photo de gauche, c'est avant que je la retravaille sur Photoshop, sur Lightroom. Mais on voit qu'on sait quand même faire la lampe de poche, hein. Depuis la voiture, avec une lampe de poche, en allant à un affût. Il y a un hibou qui était là. Je l'ai fait en photo. Et on garde quand même du détail quand on va retravailler derrière. Et on peut avoir une photo qui est vachement bien, malgré que l'original était un peu douteux. Et elle est totalement nette. Donc l'autofocus, il l'a trouvé, malgré qu'il fasse très sombre. Et ça, c'est quand même un bon avantage. Alors, les affûts de jour. Écoute, voilà, on est sur au 400 mm. Quand tu as une flaque de 2 mètres et que tu as un des animaux du Big Five qui vient boire, tu arrives à ça en fait. Donc là, j'ai la patte d'un buffle. Je trouvais ça esthétique, tu vois, je trouvais ça marrant. Ou alors des détails beaucoup plus près, mais ça te donne une idée de la distance à laquelle tu vois les animaux. C'est très, très impressionnant en fait. Quand tu es dans cette espèce de ras de l'eau, en plus tu es plus bas qu'eux et ils viennent devant toi boire, et c'est énorme, hein, un buffle, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même c'est pas pour rien que c'est un des animaux les plus dangereux de la savane. Les lions ne font pas les malins devant les buffles, etc. Donc c'est assez dangereux. Et donc là, je voulais un peu faire les détails des cornes parce que je trouve ça un peu esthétique, tu vois, pas mal. Mais sinon, tu as d'autres espèces qui viennent. Alors, je ne sais pas si tu connais cette espèce-là. Tu as déjà été en Afrique, toi, sinon tu connais, non? Si. Ah, c'est le Nyala. Donc, le Nyala, donc c'est une antilope un peu discrète, un peu délicate, mais que je trouve extrêmement esthétique. On a eu d'autres qui sont venus, hein, mais celle-là, j'ai un petit peu plus travaillé. De près, tu vois, quand elle vient boire, c'est assez élégant. Les pattes sont très colorées, c'est un mâle, hein, avec les détails de roue, pareil, les cornes et tous ces petits traits blancs. Moi, je trouvais ça, c'est une super antilope. Habituellement, on ne la voit pas trop. Elle est vraiment timide, mais bon, là, elle croit qu'à personne, donc ça marche. Et puis, tu as plus gros, quoi, qui vient boire. Et là, donc là, je suis passé au 12-24 parce qu'au 400, ça ne marchait plus. Là, c'est pas mal. Tu as une mère et son petit rhino blanc qui sont venus boire. Alors, rhino blanc, il y a le rhino blanc et le rhino noir. On a parlé d'une espèce qui s'était éteinte. C'est une sous-espèce du rhino blanc qui s'est éteinte.
parce qu'il y a des sous-espèces. Et comment on fait la différence entre un rhino blanc et un rhino noir? Ce n'est pas la couleur, contrairement à ce que les gens pensent, c'est la bouche uniquement. Alors, il y a le comportement aussi, mais la bouche, en fait, du rhino blanc, elle est horizontale. Le rhino noir, il a presque un bec, en fait. La lèvre supérieure, elle fait une pointe qui va vers le bas. Donc, sur les photos, c'est le seul moyen de différencier. Et quand on est dans la savane, par contre, il y a un moyen facile pour le différencier, c'est que le rhino noir, dès qu'on est dans un milieu un peu buissonnant, on ne le verra pas, parce qu'il est très, très farouche, très timide, beaucoup plus dans le buisson. Le rhino blanc, lui, il va être plus dans les milieux ouverts, dans les savanes, dans les milieux herbeux, sans trop se cacher, alors que le rhino noir, c'est beaucoup plus délicat à appréhender, quoi. Dans la réserve où on était, il y avait 19 rhinos blancs et 9 rhinos noirs. On n'a pas vu une seule fois un rhino noir. Et des gens qui sont déjà allés 5-6 fois l'ont vu une fois. Donc, pourtant, le parc n'est pas immensissime. Il fait 7000 hectares. C'est correct, mais ce n'est pas non plus impossible avec des voitures. Et jamais ils l'ont jamais vu. Alors, il est parti un peu plus loin. Donc là, j'ai repris mon 400. Et donc, ça, c'est le petit. Alors, moi, c'est un animal que je trouve magnifique, hein, parce que malheureusement, il est un petit peu sur la sellette avec le marché noir, sans jeu de mots, mais de la corne. Et c'est un peu dommage parce que c'est un animal qui est placide, en fait, qui est assez calme. Je ne vais pas dire que c'est une vache, mais c'est un peu méchant pour lui de dire ça, mais c'est un truc préhistorique qui a des millions d'années et que nous, on va détruire vite fait pour la corne qui n'est que de l'ongle, hein, c'est rien d'autre. Donc, ce qu'ils font parfois, c'est ils les capturent, ils coupent les cornes pour éviter qu'ils soient braconnés chez eux, en fait. Et parce que rien ne se perd, le parc lui-même met les cornes de côté au cas où le projet de loi qu'ils essayent de faire passer pour légiférer, pour rendre le marché de la corne autorisé, mais sur base d'animaux d'élevage. Donc, ils gardent tout ça parce que c'est 50 000 $ le kilo, je pense, ou un peu plus. Donc, ils le gardent quand même au cas où. Ils disent, voilà, si un jour cette loi passe, on a de quoi financer notre parc avec X kilos de cornes. Bon, c'est particulier, mais au moins, ça permet qu'on ne les tronçonne pas et qu'on ne les tue pas, quoi. On peut appeler une sorte d'élevage, mais en protégeant les animaux. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est tirer un profit de leur protection d'une autre manière, bon, un peu plus particulière, mais voilà, moi je ne suis pas contre à partir du moment où on ne tue pas l'animal et que ça repousse et que voilà, quoi. Donc, si tu regardes, je reviens en arrière 2 fois, mais non, c'est sur la photo de nuit. Tu verras. Sur la photo de nuit, il y a un individu avec une corne qui a été coupée il y a quelques années et tu vois, le bout est carré et bon, il s'en porte très bien, quoi. Il est toujours là d'ailleurs. Mais dans le parc, il y a des rangers, etc., qui circulent en continu, hein, parce que ça reste quand même un parc qui est soumis au braconnage, quoi. Alors, de nuit, tu as vu, la nuit commence à arriver, tu es toujours dans ton truc, tu attends. Donc, en fait, la session, elle commence à 2 heures l'après-midi, tu te mets dans ton affût, tu ne bouges plus jusqu'au lendemain 8 heures et tu essaies de rester éveillé toute la nuit. Bon, c'est compliqué, mais ces affûts sont tellement confortables qu'il y a des lits superposés, il y a une cuisine, enfin, c'est fou. Le mec, il est complètement fou qui a fait ça. C'est une maison, c'est un appartement, quoi. Tu as du Wi-Fi, enfin, c'est non plus que la télé, quoi. Mais après, tu dois être habillé en noir parce que tu es quand même tout près de la vitre. Tu travailles avec des grands angles, donc tu es juste à côté. Donc, le mouvement, ta peau, etc., ils peuvent quand même arriver à le voir. Donc, on avait des cagoules avec vraiment des gants et pour ne pas être vu par les animaux. Tu vois quand même qu'ils jettent un œil, mais après, c'est magique, hein, parce que là, tu es au 12 mm. Je peux te dire qu'en vrai, c'est impressionnant, quoi. Très, très impressionnant. Et donc là, la nuit commençait à tomber. Ouais, parce que là, tu es à quoi? Tu es à 2 mètres? Ouais, 2 mètres, ouais. 2 mètres en dessous d'eux. Donc, tu imagines, tu es plus bas qu'un buffle, à 2 mètres de lui. Et c'est massif, hein, c'est très massif, c'est impressionnant. Et, oui, donc tu as. Ouais, tu sais pas ce qui arrive, mais tu attends. Alors, on espérait tous le léopard parce qu'il vient parfois boire la nuit, il y a des caracals aussi ou des cervales dans la réserve, mais on n'a pas eu cette chance, si je ne veux pas briser de suspense, mais bon, voilà. Et donc, ça, c'est début de nuit. Et pendant la nuit, ça ressemble à ça. Donc, tu as les 2 spots sur le côté qui font une espèce de petite lamelle une petite lamelle de terre éclairée. Et tu as les buffles qui viennent, ou de plus en plus près, et avec les rhinos. Et alors, tu es sur
bah, tu travailles pas très vite en fait, parce que la lumière n'est quand même pas non plus excessivement forte. Mais l'avantage, c'est quand les animaux boivent, ils sont extrêmement paisibles, ils sont attentifs, mais paisibles. Ils ne se doutent pas qu'il y a quelque chose en face. Si tu fais pas de bruit, ça marche. Et donc, du coup, là, c'est intéressant parce que du coup, tu peux faire des photos très, très sympathiques Comme celle-là, d'animaux. comme la photo qu'on voit maintenant qui est très belle. Bah oui, et puis tu peux jouer sur le reflet, tu vois, donc c'est pas mal. Mais ça, c'est typique de Ben Sematé, hein. Ce mec, il est complètement fou. On va dire ça comme ça. Il fait des trucs, des compositions de dingue. Bon, il l'a fait pour lui, mais après, voilà, maintenant, c'est disponible. Et c'est vrai que, bah, après, c'est compliqué, j'avoue. Je suis allé me renseigner après parce que je ne connaissais pas cette réserve, moi. Et après, on a l'impression de voir toujours les mêmes photos parce que, ben oui, tu es bloqué, tu as une flaque et tu as les animaux qui viennent et tu dois jouer sur le reflet, essayer d'être original. C'est pas toujours simple, mais après, en tant qu'expérience, se retrouver à 2 mètres d'un rhinocéros qui vient boire, c'est juste, c'est bluffant, quoi. C'est très, très impressionnant, quoi. Et tu vois, celui de droite, la corne a été coupée, c'est une mère et son petit, et donc, pareil, ils viennent boire tranquille, tu vois, c'est très, très détaillé. Bon, je suis avec le 50 mégapixels, hein, mais si tu regardes le jeune, son œil, tu vois tous les petits détails et la petite goutte d'eau qui coule de sa bouche. Et là, on voit bien sur la femelle cette lèvre plate, tu vois. C'est vraiment une ligne, quoi. C'est pas un bec, c'est vraiment une lèvre quasi humaine, je dirais. Donc ça, c'est de nuit. Après, il y a de temps en temps un challenge, et là, c'était le grand-duc de Véro. Donc c'est le hibou grand-duc du coin, hein, mais qui chassait tous les insectes qui venaient se taper dans les lampes et éterniser dans la flotte. Et alors, au-dessus, c'est pas du. À l'arrière-plan, tu vois, il y a comme des grains, mais c'est pas des ISO, c'est une bruine. Il pleuvait en fait. Il y avait une très légère bruine. Donc, je te dis, on n'avait pas de chance parce que du coup, comme il pleuvait, bah, il n'y avait pas que ces flaques-là. Et donc, du coup, on a eu moins d'animaux que prévu, mais c'était quand même extrêmement sympathique. Et puis, bon, voilà, un grand-duc de nuit, on ne fait pas souvent, voilà, lampe de poche. Ben, voilà, donc c'était quand même. Et en Afrique, qui plus est, et les pieds dans l'eau. Alors après, tu as les drives. Donc, la réserve, ils ont 3 voitures, 3 véhicules, et c'est tout. Et après, tu parcours la zone, et puis ils ont des talkies, donc ils se donnent un peu des informations, etc., sur ce qu'on voit. Et bien sûr, tu vois tous les classiques, hein, les zèbres, les impalas, les koudous, les waterbucks, donc les kobs à croissant en français. Donc, ce sont toutes des antilopes. Puis, tu as énormément d'oiseaux. J'avais préparé une présentation, mais j'étais à 120 d'IA, donc je me suis dit, je vais me calmer. Donc, on pourra faire une autre fois sur les oiseaux d'Afrique du Sud si tu veux, mais j'avais fait des éperviers en vol, des aigles, enfin voilà, j'avais un peu mitraillé dans tous les sens. Mais bon, voilà, il y avait quand même une scène que j'aimerais bien amener avant que tout le monde s'endorme. Il y a une demie, hein, donc j'ai le temps, mais plus tard, et qui est assez rare, qui est arrivé dans le parc, et je voulais en parler. C'est d'ailleurs la dia de départ de mon exposition, mais comme vous ne l'avez pas vu que j'avais raté tout, je ne l'ai pas remontré, mais vous la verrez après. Donc voilà, donc tu as les impalas, donc ça c'est la gazelle la plus commune, et en fait c'est la proie la plus chassée partout, par les lions, les guépards, les léopards. C'est un petit peu malheureusement le buffet sur pattes de tous les prédateurs d'Afrique, et que ce soit en Afrique du Sud, mais aussi Botswana, Namibie. Alors l'avantage, c'est que ça se reproduit beaucoup et qu'il y en a, voilà, il y en a partout. Et, euh, et puis tu as les zèbres. Alors la réserve, ils entretiennent, ils font des feux même en fait. Ils génèrent des feux pour que l'herbe soit toujours présente et qu'il n'y ait pas trop de buissons. Et donc du coup là, sur le fond un peu noir, blanc, brûlé, ça donnait pas mal les zèbres, je trouve. Et c'est extrêmement photogénique, hein, les zèbres. En plus, ils ont toujours la tendance de soit de regarder dans la même direction, soit de s'appuyer l'un l'autre ou de se coller. Donc, avec toutes les rayures, c'est plus graphique. Mhm. J'ai quand même remarqué quelque chose qu'avec le A1, les couleurs sont quand même bluffantes. Ouais, ça claque pas mal, quoi. Et alors, bon, ça dépend à quel moment de la journée tu le fais aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est franchement bon parce qu'avant, sous la nuit, tu pouvais pas le voir, mais quand tu vois le détail du rhino adulte de près que j'avais fait de jour, tu vois, on voit, je peux y revenir vite parce qu'elle est pas loin, attention les Mais yeux. ce qui m'est fort remarqué, Ouais. c'est qu'en fait, pour une fois, on voit vraiment la couleur brune qui est Ouais. vraiment très accentuée, pendant qu'on a vraiment comme ça une idée philosophique que le rhino il est gris.
Et là, il Oui. a été dans la terre, il a joué Mhm. dedans. Mhm. Mais les couleurs sont assez frappantes. Ouais. Et aussi les lignes, les traces. On peut Non, sentir la peau. c'est un bon, c'est un top boîtier, quoi. C'est pas pour rien que c'est le bateau amiral chez Sony, mais c'est vrai que, voilà, faut pas se cacher. Martin, il avait un Alpha 9.2 et un Alpha 1. Maintenant, il a deux Alpha 1. C'est pas pour rien, quoi. Non, c'est clairement c'est des top boîtiers, quoi. Ouais. Et quand on a l'habitude de travailler avec Sony, encore plus, voilà, c'est facile, hein. Ça tombe sous la main. Alors, je l'ai quand même eu. C'était le challenge absolu, hein. Faut savoir que Martin est allé 5 fois, il l'a jamais vu, hein. Moi, je l'ai trouvé. Donc, ça, c'est le léopard. Alors, c'est aussi un des Big Five. Euh, on l'a cherché, hein. On est parti toute la journée pour le chercher. Et puis, notre guide, il était là, il doit être pas loin, il doit être pas loin. Et puis, moi, je l'ai trouvé là dans les buissons. Il était complètement immobile, il nous regardait. Bon, la mise au point sur l'œil a marché, chacun m'a précisé, malgré tout. Donc, la fin, l'a trouvé lui aussi, quoi. Mais j'ai pas eu de meilleure photo, hein, parce qu'il s'est aplati, il est parti en rampant. Donc en gros, c'est la seule observation qu'on a eue. Tout le monde était énervé parce que notre voiture l'avait eu. J'étais avec mes deux clients et voilà, donc c'était cool parce on était revenu un peu la fleur au fusil, tout content d'avoir vu le léopard. Et donc on a fait sur une seule journée, on avait fait tout le Big Five parce qu'on avait vu des lions le matin, des éléphants, enfin on avait tout fait. Donc là, c'était bien de. Je voulais juste l'illustrer parce que voilà, c'est souvent comme ça, en fait, les léopards. Et quand on voit des léopards dans les arbres, c'est souvent une photo qu'on voit, enfin, des léopards dans les arbres, alors c'est parce qu'ils y cachent leur proie, mais là, ils ne le font pas. Alors on m'a demandé, mais pourquoi on ne les voit pas dans les arbres? Mais j'ai en fait, il y a une très faible pression, parce que c'est un parc fermé, il y a une très faible pression de lions. Il n'y en a pas beaucoup des lions, en fait, dans la zone, ni des hyènes. Il y a peut-être 3 hyènes pour le parc et une dizaine de lions. Et sur 7 000 hectares, le léopard, lui, il se met dans les zones-là. Il n'y a pas besoin de cacher sa proie parce qu'il peut la manger tranquille avant que les lions arrivent. Mais il n'y a pas de problème. Dans la savane, c'est différent. De un, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Et puis, quand il prend une proie, les vautours tournent autour, les hyènes arrivent, les lions arrivent, donc il n'a pas le choix. Il doit les monter dans les arbres. Et donc, du coup, c'est juste euh, une pression sur sa chasse à lui qui fait qu'il monte ou pas dans les arbres. Voilà. En plus de protéger ses jeunes, etc. Ça, c'est différent. Mais c'est de nouveau lié à la pression des prédateurs qui peuvent manger les jeunes léopards ou pas. Et donc, du coup, voilà. Ici, on cherchait dans les arbres inutilement parce qu'en fait, il n'y a pas assez de lions. Alors Ma, après, je vais arriver sur un. ma petite, j'ai une question qui vient de Jérôme. Oui. Niveau tarif pour ce genre de voyage, il faut compter sur quel montant? Alors, comme je dis, c'est pas moi qui les vends, mais on est de l'ordre de, je pense, que c'est 3 008 ou 4 000 € pour une semaine, hein. Mais ces voyages, logis, transport, tout réglé. Quand j'arrive là-bas, j'ai jamais été dans un lodge aussi luxueux, pour le dire, hein. Donc, c'est pas ce que je fais normalement. Moi, je suis plus route, c'est un peu voiture avec tente sur le toit ou des choses comme ça. Là, voilà, j'avais été, bon, et je ne regrette pas du tout. C'est particulier, c'est une autre approche. Mais par contre, c'est un studio géant. C'est un studio géant. C'est vraiment, là, cette photo, je vais expliquer comment je l'ai faite, mais je suis couché à plat ventre à 4 mètres du guépard, quoi, en dehors de la voiture. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut faire au Masai Mara, au Botswana, ou des choses comme ça. C'est un voyage haut de gamme au niveau du logement. Je pense que ça, malheureusement, c'est des choses qui impactent très fort les prix sur les safaris en Afrique. La qualité du lodge et le positionnement du lodge. En dehors d'une réserve, en dehors d'un parc naturel, est-ce qu'il faut rentrer tous les jours dans le parc, faire la paperasse tous les jours pour rentrer dans le parc? Ou quand on est dedans, bim, le prix change parce qu'on est dedans, la paperasse, elle est faite pour la semaine. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis ici, la zone est privatisée. Il y a avec nous, il y avait 3 voitures, quoi. Donc, c'est pas quand on voit ça que tout d'un coup, il va y avoir 10 bagnoles autour qui vont venir regarder, etc. C'est assez, voilà, c'est un luxe qui a un coût. C'est assez Euh, exclusif. On n'appelle pas ça du luxe, c'est exclusivité plutôt. voilà, si tu veux. C'est un autre terme. Mais Voilà. après, la nourriture, j'arrive pas à cuisiner pareil chez moi, hein. J'ai l'impression d'être chez un étoilé tous les jours, quoi. C'est juste surréaliste. Ouais. Avec en plus des tarifs de vin qui sont par contre, eux, complètement différents, parce qu'en Afrique du Sud,
énormément de vent. Donc, voilà, c'était. Mais voilà, ça reste c'est un budget, quoi. C'est un gros budget. Voilà. Et je pense, Jérôme demande aussi si le tarif du vol est compris dedans. Je pense il est con. Ah, il n'est pas Non, compris dedans. non, c'est ça l'enfer. Non, je te dis, voilà, quand je dis que c'est luxe, moi, j'estime que c'est luxe, mais après, voilà, on a tous une approche différente. Mais en tout cas, voilà, je dis, moi, c'est un. euh, Jérôme, je peux te dire que voyager en Afrique du Sud n'est pas si extrêmement cher. non, voilà, mais bien sûr, il y a plein d'autres options. Il y a plein d'autres options, il suffit de me demander. Mais je veux dire, là, c'est un voyage qui était clé sur porte, et moi, je suis venu guider pour Wildpix, qui, comme je te dis, est spécialisé sur les affûts. Donc, comme c'est la seule réserve d'Afrique du Sud qui fait les affûts, bah, voilà, ils ont une sorte d'exclusivité. Et c'est pas pour rien que bah, je pense même que Sony a lancé l'Alpha 1 ou l'Alpha 9.2 dans cette zone-là. Dans ce parc, il y a des opportunités d'image qui sont surréalistes. Moi, j'ai jamais fait un guépard comme ça. Hein. Il n'y a que là que je l'ai fait, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas mon genre de voyage habituel. Voilà. Euh, le guépard, donc, on m'a demandé hein, là-bas, donc, oui, comment on fait la différence entre un guépard et un léopard? Bon, en général, il y a pas mal de gens qui savent la faire, mais je vais juste le rappeler, c'est que le léopard, en fait, le guépard, il a ces espèces de larmes noires qui coulent en dessous de ses yeux, assez typiques, caractéristiques, et des taches qui sont partout et complètes sur le corps. Alors, il n'y a pas que ça. C'est aussi un animal qui est très haut sur pattes. Je vais y venir plus tard. Mais donc, bêtement, les larmes, c'est fini. On sait, c'est un guépard. Il n'y a que lui, dans tous les félins du monde, qui a ces espèces de larmes. Et ici, on les voit de plus près. Alors, il n'y a aucune des photos qui est recadrée. Donc, c'est tout du plein format. Donc, je n'ai pas zoomé dans mon image. C'est chaque fois ce que j'avais dans le capteur. Donc, c'est pour donner une idée de la distance à laquelle j'étais des guépards. Ça, c'est l'image full frame. Voilà. Et alors, cette larme, pour ne pas mourir bête, elle sert à quelque chose parce que la nature est bien faite. Elle n'a pas juste fait ça pour faire joli. Alors, il y a plein de légendes en Afrique sur y pleurer, etc. Ok, c'est sympa les contes, mais en termes d'évolution, c'est un animal qui chasse en plaine et donc où il n'y a pas de couvert. Et donc, du coup, le soleil est un facteur qui gêne la vision de la chasse parce que ce n'est pas un animal qui chasse à l'odorat et à l'ouïe. Il chasse que à la vue, qui est plus ou moins bonne, mais ce n'est pas non plus avec la vision perçante de tous les chats. Ce n'est pas spécialement le meilleur au niveau de la vision, mais pour l'aider dans la vision, ces larmes noires, en fait, elles diminuent la diffraction de la lumière et la réflexion, et donc du coup, il a une meilleure vision dans les milieux très ensoleillés que sont les plaines et les de savane africaine. Et donc du coup, ça a un but. Voilà. Donc c'est pas juste esthétique, mais je me permettais de le dire parce que voilà, la nature est bien faite. Alors ça a des très longues pattes. C'est un chat très haut sur pattes. Ça ressemblerait presque à un lévrier, quoi, un chien lévrier. Pas pour rien qu'il court vite. Hein. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Donc il fait jusque 100 km/h de pointe. Et elle a une colonne vertébrale extrêmement souple et une queue qui contrebalance les changements de direction. Donc une queue qui est assez longue aussi, qui lui permet en fait de changer de vitesse, de changer de direction à des vitesses qui sont 100 km/h. Il faut arriver à changer de vitesse sur 2-3 pas. Et donc du coup, ça demande une colonne vertébrale qui est adaptée et un contrebalancier, quoi. Donc c'est typique, haute patte, larme, on ne peut pas le rater. Et avec un taux de réussite qui n'est pas énorme en fait au niveau de la chasse, notamment aussi parce que ça c'est pris sur un adulte, bah, ça n'a pas des dents monstrueuses, quoi. C'est des canines, c'est comme je pense un bouvier bernois, on va dire ça comme ça, mais c'est pas énorme et surtout, je vais faire le détail juste après, ça n'a pas de griffes préhensile. Ça a des griffes, un peu comme un chien aussi, un peu plus aiguisées qu'un chien. Ça peut les rentrer un peu, mais pas trop. Et donc, du coup, ça veut dire que quand il court, c'est justement parce qu'il court, en fait. Ces griffes ne sont pas faites pour monter dans les arbres ou pour agripper les animaux comme les lions et les léopards. Donc, lui, il est plutôt fait pour être ancré dans le sol. Et donc, du coup, ces griffes ne permettent pas vraiment d'attraper les animaux. Et avec une petite mâchoire, il ne doit pas rater son coup non plus. Donc, c'est pas vraiment
ça a un taux de réussite plus ou moins assez élevé sur les petites proies, hein, les petites gazelles et les jeunes gazelles, mais sur des animaux adultes, ça se rate assez bien, quoi. Donc voilà, grande patte, griffes non rétractiles, les larmes, animal le plus rapide du monde. Bon, bah, ça en fait déjà un sujet qui est plutôt sympathique. Et, euh, et en plus de ça, ils ont la particularité d'être en fratrie, les mâles en tout cas. Donc quand il y a une femelle qui a des jeunes qui grandissent, les frères restent ensemble, même jusqu'à l'âge adulte. Et alors ça a plusieurs intérêts en fait. Dans Masai Mara, ils sont jusque 6 ensemble. Il faut que la femelle ait fait 6 jeunes, hein, mais bon, et que ce soit tous des mâles. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ça a plusieurs intérêts parce qu'en fait, ils ont un patrimoine commun, un génétique qui est très commun. Donc, aucun intérêt d'aller se friter pour un territoire ou pour des femelles parce qu'en fait, ils partagent le même patrimoine génétique. Donc, même si c'est les jeunes, si c'est leur neveu avec la femelle, ben, il y a quand même un patrimoine génétique qui est quasi similaire et donc du coup, il n'y a pas d'intérêt à aller se battre contre son frère et il y a plutôt intérêt à travailler ensemble pour accéder à un territoire. Ce qui fait, ce que j'arrive après, c'est que l'union fait la force. En fait, 2 jeunes mâles, presque même subadultes, auront plus de chances contre un mâle adulte d'avoir un territoire et donc peuvent acquérir un territoire plus vite. Et quand on a un territoire, on a des femelles. Et donc, du coup, on a du gibier, etc. Donc, c'est un avantage aussi au niveau de l'accessibilité au territoire, la taille du territoire. Et alors, ça fait aussi des proies plus grandes. Pas spécialement plus souvent, parce que c'est le même taux d'échec, mais par contre, des proies plus grandes. Donc, des gnous, des koudous, des choses comme ça. Par exemple, là, les 2 mâles qui étaient là avaient attrapé un koudou, ce qui est assez inhabituel pour un guépard. En général, ce sont des impalas ou des choses comme ça. Il faut savoir que des jeunes qui sont ensemble font passer leur succès de chasse de 15 à 75%, ce qui est quand même pas mal, quoi. S'il est tout seul, il est à 15% de réussite. Quand ils sont 2, ils sont à 75%. Bon, bah, c'est intéressant. Et puis, au-delà de ça, c'est un chat qui est un freluquet, quoi, par rapport au léopard et au lion. C'est un peu, il y a tout intérêt à être en groupe. Alors, l'autre chat qui le fait par défaut, c'est le lion. Mais eux, c'est stratégique. Ce n'est pas juste par opportunité d'avoir un frère, la chance d'avoir un frère. Eux, c'est vraiment un animal qui a développé une stratégie de groupe dans l'élevage des jeunes. Ici, la femelle, elle se débrouille avec ses jeunes. Les mâles, ils sont ensemble, ils chassent ensemble, ils font un territoire, ils draguent, ils se font des femelles, et après, ils vivent leur vie. Les lions, non. Il y a vraiment une stratégie de groupe, de meute, etc., avec les chasses qui sont organisées où on pousse les animaux dans une direction pour que les plus puissants des lions attendent, des femelles attendent les proies. Ici, les léopards, ils galopent, ils sautent dessus, ils sont plus gros et ça fait tomber. Donc, il n'y a pas une stratégie vraiment mise en place. Il y a juste qu'ils sont 2 fois plus lourds sur une proie et donc ils peuvent prendre plus gros. Alors, j'aime assez bien ces photos où on a le sujet flou à l'avant et à l'arrière. Et c'est pour ça que le 2-8, il est génial en fait. J'ai la même chose ici avec ces 2 jeunes guépards qui étaient en train de faire semblant de chasser leur frère qui était en train de dormir gentiment. Il n'a rien demandé, mais il s'est pris les 2 frères sur les oreilles. Alors que, voilà. Et je trouvais ça pas mal. L'avant-plan où on ne voit presque pas le petit guépard à l'avant et on voit juste le deuxième. Mais si on plisse les yeux, on ne voit presque pas. Mais j'aime bien en fait ce genre de cliché-là. De nouveau, voilà, c'est par cadré de nouveau, tu vois. Donc, voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que je suis à genoux ou accroupi. Alors, pour la petite histoire, le fait de m'être accroupi et couché même dans ces herbes-là a fait que je suis revenu avec un tic. Alors, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a les tiques. Et la rickétiose, qui est l'équivalent de la maladie de Lyme là-bas. Donc, j'ai chopé la rickétiose en Afrique. Donc, ça fait des taches énormes donc, autour de la piqûre avec un centre noir. Ça donne des fièvres. J'ai cru que j'avais le Covid. Mais non, j'avais la rickétiose. Et des frissons, ça c'est terrible. Pendant 5 minutes, tu trembles, tu ne sais plus, tu as froid. Et les maux de crâne, donc des maux de tête. Donc, antibiotiques, voilà, j'en suis venu à bout, mais c'est un petit souvenir qu'on m'a laissé. Tu avais ça ici en Belgique ou tu avais ça en Afrique du Sud? Non, j'ai attrapé un tic en Afrique, je suis revenu en avion avec et j'ai découvert en Belgique. Je venais de faire le jardin, je me dis, ah, c'est bon, c'est un tic du jardin. Et non, c'était un tic africain parce que après, il y avait tous les symptômes qui sont arrivés et de fait, c'était ça, quoi. Donc, ça, c'est une photo des deux frères adultes qui chassaient et qui avaient attrapé un koudou, justement.
Et donc, j'en ai profité pour m'approcher un peu. Alors, ils sont assez placides. Je croyais qu'ils allaient nous sauter dessus parce qu'ils avaient leur bouffe. Mais non, c'est entre eux qui se chamaillaient. Parce que là, ils sont frères, mais quand même, les bons morceaux, il ne faut pas trop exagérer. Et, euh, et donc, du coup, après, bah, ils mangeaient. Ils avaient mangé, ils avaient la tête pleine de sang, couchés sur le sol. Bah là, c'est un des deux plus grands mâles qui était en train de halter. Il était complètement épuisé. Il avait mangé le plus de viande possible, en moins de temps possible par rapport à son frère, mais là, pas que par rapport à ça, parce qu'ils étaient dans un milieu très fermé. Ils ont attrapé le coup d'eau en fait dans des zones à buissons. Et donc, ils n'ont pas de vision sur ce qui peut arriver. Et comme je te dis, ils n'ont pas un super odorat ni une super ouïe. Et donc, du coup, ils étaient stressés par rapport à un potentiel lion. Mais bon, il n'y en avait pas. Mais bon, on était dehors de la voiture, etc. Il n'y avait pas de lion. Mais je veux dire, eux, ils ne le savent pas et ils étaient toujours sur leur qui-vive. Et donc, lui était sorti sur la route pour avoir une meilleure vue, pour voir si quelque chose arrive. Et il était vraiment haletant parce qu'il digérait. Et, euh, et tu vois les mouchettes devant lui parce que bon, il doit avoir une haleine qui devait sentir la viande. Donc, je trouvais ça pas mal comme photo. Et je me suis rapproché au fur et à mesure. Bah, voilà, il me regardait d'abord en se demandant c'est qui ce gars qui arrive, et puis on arrive à venir très près, et puis il m'a fait un clin d'œil, je me suis dit ok, je peux continuer à avancer, et puis voilà, j'ai terminé là, quoi. Et j'ai terminé à la mise au point minimum du 402.8, mais je trouvais les contrastes, l'image, le reflet, le soleil dans ses, enfin le ciel dans ses yeux, le sang, enfin voilà, je trouvais ça pas mal comme photo. Et, euh, et puis à un moment, je me suis rapproché assez près et on me voit dans l'œil du guépard, quoi. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Alors après, ils sont pas farouches. C'est pour ça que c'était les sultans et autres, ils avaient tous un guépard à côté d'eux, etc. C'est pas un truc. Et là, il y avait le jeune et les deux tâches qu'on voit, c'est les jambes du guide, du chauffeur en fait. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas mal comme perspective, c'est amusant, mais on n'arrive pas à voir que c'est les jambes, mais c'est pour donner. Et puis là, c'est un petit qui bah, il joue, hein, c'est des petits chats, donc là, il s'énerve un peu sur une branche, faire les dents tranquillement. Mais je trouve ça extrêmement mignon. Et puis tu vois les détails hein, avec les 50 mégapixels au niveau des yeux, les poils, c'est vraiment juste une moustache. Enfin, c'est superbe, quoi. Il y a peut-être une branche en trop à droite sur son oreille, mais bon, pas tout avoir. Donc, mais voilà, je trouve cette photo, moi, c'est mignon. C'est ça aussi. Alors, pour l'information, on voit peut-être un peu plus sur celui de gauche. C'est déjà des jeunes qui ont 6 mois à peu près. Et donc, ils ont perdu un peu leur pelage de bébé, qui est beaucoup plus uni, et avec une bande de poils beaucoup plus grisâtre sur le dos. Et c'est du mimétisme, en fait, par rapport à une autre espèce qui est le ratel, le honey badger, donc l'équivalent du glouton africain, dont tous les animaux se méfient parce qu'il est tellement coriace qu'en fait, on ne veut pas l'embêter. Et en fait, les guépards ont un pelage qui imite. Donc, les jeunes bébés guépards, comme la mère part chasser, ils sont tout seuls, mais ils ont un pelage qui imite le ratel. Et donc, du coup, ils ont une sorte de sécurité qui se met en place par rapport à ça. Donc, je trouve ça, de nouveau, la nature est bien faite. Petite photo où là j'ai tenté de me rapprocher plus, mais là comme celui-là c'était un jeune qui n'était pas très content, donc je ne l'ai pas fait plus, mais je trouvais d'avoir le regard un petit peu d'un chat qui n'est pas prêt à bondir, mais qui était quand même voilà, sur son qui-vive et en train de mâchonner l'impala. Alors on arrive au lion, pareil, il y avait deux lionceaux avec la maman. Bah, voilà, ils étaient sur un lit de rivière asséché. Bon, tu creusais 30 cm ta vélo, mais voilà. Là, on n'est pas sorti, donc ça, c'est de la voiture, je précise. Avec les lions, on ne sort pas de la voiture. Il y avait son petit frère qui dormait. Je trouvais ça mignon avec, de l'avoir un peu perdu dans le sable. Mais bon, dès que son frère arrive, on est sur, tu vois, on redevient un petit chat, quoi. Et de nouveau, le flou à l'avant avec le net à l'arrière, c'est des choses que j'aime assez bien. Et là, je trouvais ça marrant que le petit qui dormait, bah, tout d'un coup, redevenait un petit peu son instinct. Il n'a pas sauté dessus, hein, mais bon, là, il s'est mis quand même en position. Et tout ça sous l'œil bienveillant de maman. Pareil, on ne s'en approche pas. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont montés dans les arbres, ce que les lions ne font pas trop. Et donc là, j'ai cette photo, je trouve un peu poétique, où il est un peu en train de rêvasser
on pourrait presque croire qu'il a les yeux bleus, quoi, tu vois. Donc, et le contraste vert des feuilles, etc. Et puis, de nouveau, le piqué de l'autofocus, hein, c'est juste top, quoi, sur l'œil, paf. Ça, c'est quand même c'est un luxe quand on doit se concentrer sur le cadrage et pas sur faire bouger les collimateurs dans tous les sens. Puis là, il est trop, donc ça, c'est quand même un gros, gros avantage de l'autofocus Sony, quoi. Là, c'est marrant. Alors, j'ai fait une petite allusion au Roi Lion. Je me dis, ah, tiens, il va s'entraîner à crier. En fait, non, il baillait juste, hein, mais c'était pour ma transition à la dia suivante. Faut dire, voilà, à un moment, il va devenir grand. Et donc là, on est tombé sur un mâle. Je suis passé en noir et blanc parce que j'aimais bien, en fait, le rendu. Je les ai en couleur, bien sûr, mais j'ai shooté beaucoup en noir et blanc, même sur place. Alors, ce qui est bien quand on shoot en noir et blanc, c'est que quand on regarde sur son logiciel, on l'a toujours avec toutes les couleurs, hein, donc on ne perd rien si on shot en noir et blanc. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent essayer en Sony le mode profil noir et blanc, toutes les couleurs sont quand même dedans, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, le fichier reste là. Mais au moins, on a l'image qu'on veut en noir et blanc dans le viseur et on sait ce qu'on fait, quoi. Et donc, ce mâle qui a cet air un petit peu mélancolique, c'était un des deux frères, justement, de la tribu. Mais là, lui, il n'a pas gagné le droit d'aller se reproduire. Donc, son frère était occupé et il a fait comprendre de rester à l'écart. Et donc, il appelait son frère. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu un lion rugir, ça va crescendo. Mais quand il arrive au moment où il est en pleine puissance, mais tout notre corps y vibre, hein, tellement c'est puissant et c'est grave. C'est vraiment c'est très, très impressionnant à vivre. Et puis voilà, j'avais des portraits magnifiques, moi j'estime magnifiques, après tous les goûts, les couleurs, mais je trouvais que voilà, le portrait de droite, on dirait une peinture, quoi. Il posait bien, il avait ce petit regard un peu perdu, malheureux, mélancolique. Et donc, je me suis amusé, je ne sais pas combien de milliers de photos j'ai fait, mais j'en ai fait plutôt pas mal. Et il y a un vent qui était là, qui soufflait, qu'on voit sous la crinière en haut à gauche de la photo. Donc voilà, ce sera pour mettre dans un salon, ça. Très très beau. Merci. Puis de nuit, voilà. Et après, je vais quand même arriver à la phase finale, parce qu'on arrive à l'heure, je pense, hein, tout doucement. J'ai mis ça les lions qui avaient les yeux plus gros que le ventre, parce qu'à gauche, on se doute que ce n'est pas du petit gibier. Et, euh, et, donc, il y a deux femelles, c'est les subadultes, hein, c'est pas celles avec les jeunes. Donc, ça, c'est des jeunes, des teenagers, on va dire ça, mais voilà, elles ont je crois, 2 ans. Elles avaient décidé de s'en prendre à des rhinos, quoi. Donc, un jeune rhino avec sa mère, la mère était en train de brouter, le jeune ne regarde pas, boum, elle arrive derrière. Alors, on voit la taille du lion n'est pas petit quand même, hein, parce que le rhino, c'est pas un petit animal, même le petit n'est pas, c'est un veau, quoi. Et quand on voit la lionne à côté, on se dit qu'elle est quand même pas petite. J'ai rafalé, donc je viendrai sur les photos après. Mais là, j'ai mis celle-là parce qu'on voit, on voit les griffes qui sont sorties et on sent qu'elle va aller taper dans le cuisseau du petit rhino. Bon, il n'a rien senti, hein, parce qu'il a une espèce de croûte là sur lui, de cuir énorme. Et ça a picoté, il s'est retourné, là, on l'a vu faire. Donc, le lion, elle s'est dit, où la flûte, en demi-tour, quoi, direct. Et puis, le petit s'est retourné pour lui faire comprendre que bah, ça ne lui plaisait pas. Et donc, ça, c'est en rafale. Et donc, ça, c'est une partie de la scène où on voit un peu comment elle est arrivée derrière discrètement. Elle est venue, elle a tapé derrière, elle a fait demi-tour, elle est partie. Et puis, un petit peu en bas, là, on la voit un peu déçue. Il y avait la deuxième femelle qui regardait faire parce que je pense qu'elle savait bien que ça ne servait à rien, quoi. Mais bon, c'était un peu marrant de voir ça. Et les guides étaient complètement excités parce qu'ils ont dit que c'est seulement la deuxième fois qu'on voit On a sonné chez moi. C'est seulement la deuxième fois qu'on voit ce genre de scène arriver. Et c'est typique des jeunes lions qui essayent un petit peu de tout défoncer, quoi. Et donc voilà, c'était ma présentation d'aujourd'hui. J'ai été un peu vite parce que j'ai voulu parler d'un peu tout. En plus, avec les DIA ratés au début, un petit peu les quiproquos, les bazars. Mais donc voilà, je me permets toujours de terminer avec ce que je fais. Donc, à court terme, pour le moment, je ne fais plus rien à part janvier où je vais retourner voir mes orques. Comme ce n'est pas dans le cadre de mon activité professionnelle, mais c'est à titre privé, j'y vais en frais réels. Et je me permets dans un appel, s'il y a des gens qui ont envie d'essayer d'aller dans l'eau avec des orques ou au moins sur un bateau. En tout cas, l'idée, c'est d'y aller la deuxième semaine de janvier.
ça pour me contacter en mail, il y a mon mail en bas. Sinon, bien, j'attends avec impatience. J'ai reçu aujourd'hui des informations de l'Inde, comme quoi la Belgique et la France étaient dans les pays pour lesquels les visas allaient être délivrés. Donc, ça veut dire qu'à partir de janvier, je peux relancer mon voyage Panthère des Neiges. Il faut savoir que mon voyage Panthère des Neiges, c'est pas juste aller voir la panthère, c'est fait partie d'un projet avec un village où on travaille sur la propreté du village, sur l'éducation, donc construire une école. Enfin, il n'y a pas juste, je ne me contente pas d'aller cocher la panthère. Et d'autant plus, le site s'y prête bien parce qu'il y a un canyon au milieu et la panthère, elle est toujours de l'autre côté du canyon. On la voit à hauteur d'œil, dans la neige, à une distance qui varie entre 100 et 400 mètres. Donc, c'est des observations qui sont géniales. Donc ça, si jamais il y en a qui sont motivés, pareil. Et puis après, j'ai d'autres voyages, dont un voyage au Svalbard, en voilier, qui est prévu pour le mois de mai, normalement. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, ce sera sur mon site, mais pour le moment, j'ai rien au calendrier jusqu'à 2022. Je vous souhaite tous une excellente soirée. Baptiste, je te souhaite aussi une excellente soirée et à très bientôt. À bientôt, salut. Au revoir.